Donc, quels sont les effets secondaires des médicaments de prévention qui retardent l'apparition du diabète de type 1? Donc, on peut parler aujourd'hui surtout du teplizumab. Alors, il s'agit d'immunomodulateurs. Donc, les effets secondaires sont principalement liés au moment de l'administration de ces médicaments, où ça peut donner des syndromes temporaires inflammatoires. C'est pour ça qu'on peut avoir des prémédications qui sont faites avec des antihistaminiques, avec des corticoïdes, pour limiter ces effets qui sont un peu comme un effet un peu d'une grippe, avec des douleurs musculaires, des frissons, il peut y avoir parfois de la fièvre. Quel recul sur ces traitements? Alors, le recul qu'on a sur les traitements par teplizumab aujourd'hui, au niveau d'essais cliniques, commence à être très significatif parce que ces essais ont démarré maintenant il y a presque 20 ans. Donc, au niveau du profil de sécurité, on est plutôt rassuré. On a sur les autres traitements également qui sont déjà sur les marchés pour d'autres indications. Parfois, le recul est encore plus important parce que dans d'autres indications, ils sont utilisés depuis vraiment un nombre d'années très significatif. Bonjour, concrètement, si je veux faire dépister la fratrie de mon enfant diabétique de type 1, à qui s'adresser? Ça dépend d'où vous êtes. Si vous êtes en Île-de-France, vous pouvez toujours nous contacter sur le réseau Innodia. Cet programme de dépistage est temporairement en pause, mais va redémarrer prochainement. Et certains, si vous êtes en dehors de l'Île-de-France, il y a pas mal de centres de services pédiatriques qui commencent à s'organiser pour proposer ce type de dépistage aux familles des enfants qui sont suivis dans leur service. Bonjour, j'habite dans les 80 et je voudrais savoir s'il y a des séjours dans la région. Alors ça, je ne peux pas vous répondre, mais les personnes de l'AGD pourront vous répondre de façon plus précise. Alors, est-on sûr de l'apparition du diabète de type 1 si un GPO positif? Si la GPO montre ces altérations initiales avec des hyperglycémies précoces, l'apparition du diabète de type 1 par la suite va devenir effectivement une certitude, avec l'incertitude qui reste sur le laps de temps qui va s'écouler entre cette phase intermédiaire et l'apparition d'un diabète de type 1 à proprement parler. On parle en tout cas le plus souvent de quelques mois à un an de temps. Donc c'est une phase en général qui est plutôt transitoire. Merci pour cette présentation très claire. Le traitement par teplizumab est-il déjà utilisé en France en pratique en dehors des protocoles de recherche? Vous parliez des dons de traitement dans des centres de référence. Effectivement, aujourd'hui, le teplizumab est déjà approuvé par la FDA américaine, est déjà sur les marchés américains, est déjà utilisé. Il n'est pas encore sur le marché ni français ni européen. Les fabricants de ces traitements les mettent à disposition dans des centres de référence, c'est-à-dire des centres qui en font la demande pour l'utiliser. Donc, on peut avoir accès avec une procédure particulière en attendant de voir l'arrivée sur le marché européen et ensuite français. Bonjour, nous faisons dépister notre fille, sœur d'un enfant DT1,
elle a 2 ans. Il n'y a donc pas de possibilité de traitement si le dépistage est positif à cet âge. Alors aujourd'hui, effectivement, avec les teplizumab, non, parce qu'on commence un peu plus avant. Il y a la possibilité parfois de rentrer dans des essais cliniques qui sont en cours ou dont certains vont être lancés prochainement sur la prochaine année. C'est vrai que dans tous ces essais, rarement on commence à traiter à partir de cet âge si petit comme 2 ans, c'est plutôt à partir de 6 ans le plus souvent. Alors, je reprends les autres questions. Merci pour toutes ces infos. Nous suspectons les garçons de mon conjoint qui est lui-même diabétique de type 1, mais la maman ne veut rien entendre avec ces chiffres et toutes ces infos. J'espère qu'elle va accepter de faire ce dépistage. Effectivement, c'est un choix personnel et pas tout le monde dans la famille est toujours d'accord sur cette choix. Donc, il faut prendre le temps de la réflexion et de la discussion. S'il y a des éléments médicaux qu'on peut apporter en plus, on est à disposition pour le faire. Quand faire le premier dépistage pour le diagnostic d'un premier membre de la famille? Ça dépend de l'âge des apparentés, c'est-à-dire chez les enfants, pas avant 12 mois d'âge, la raison étant que souvent avant 12 mois, notamment s'il s'agit d'enfants qui ont eu un allaitement naturel et donc c'est la maman qui a un diabète de type 1, on peut avoir des auto-anticorps qui sont des dérivations de la maman et pas de l'enfant. Ces anticorps de dérivation maternelle ne sont pas pathogènes, ne sont pas dangereux pour l'enfant, mais peuvent nous donner des faux positifs, c'est-à-dire qu'on dose l'anticorps et on va l'attribuer à l'enfant alors que ce n'est pas le sien, c'est celui de la maman. Donc, pas avant un an d'âge. Et d'habitude, on s'arrête à 45 ans parce que les risques se diluent avec le temps. Ça n'atteint pas les zéros, mais ça devient bien moins significatif après les 45 ans. Bonjour, pour les questions sur les séjours, je vous propose d'aller sur les stades. Ok, ça c'est Karine qui répond pour la question qui avait été posée. Je passe aux questions suivantes. Si stade 1, on continue à suivre tous les ans et à tester à GPO, c'est ça? Oui, en effet, si stade 1, on revoit une fois par an avec la GPO, et puis on adapte un peu le rythme du suivi selon la situation, sachant qu'il ne faut pas oublier la définition des stades 1, ce n'est pas la présence d'auto-anticorps, il doit y avoir au moins 2 auto-anticorps qui sont positifs. S'il y a un seul auto-anticorps, ce n'est même pas un stade 1, c'est un stade 0,5, si je peux dire. Et donc, ce suivi s'est fait une fois par an, voire tous les 2 ans, avec les simples dosages d'auto-anticorps. Bonjour, est-ce qu'on en sait plus sur le développement du DTA? Quelles sont les causes? Qu'est-ce qui le déclenche? Est-ce l'alimentation, choc émotionnel? Alors, ce n'est pas l'alimentation. C'est pour ça qu'on a parlé des facteurs de risque modifiables, mais il faut bien souligner que ce n'est pas parce que l'enfant a mangé trop de sucre qui a développé un diabète. Il s'agit simplement des facteurs qui peuvent favoriser la transition d'un diabète préclinique, dans les stades 1, stade 2, vers un diabète clinique, mais ne sont pas eux-mêmes des facteurs causaux. C'est très important de le dire parce que il ne faut pas trop en faire, ce n'est pas manger sans sucre qui va changer quoi que ce soit. Ce n'est pas le choc émotionnel non plus qui est la cause du diabète de type 1. Souvent, le choc émotionnel peut être les facteurs révélateurs parce qu'il s'agit des situations
toute situation de stress, qu'il soit émotionnel, qu'il soit une infection intercurrente ou autre chose, qui vont augmenter les besoins d'insuline du corps. Et donc, dans ces situations où les besoins sont plus importants, qu'une cellule bêta du pancréas défaillante va commencer à révéler ses faiblesses. Donc, les facteurs, finalement, qui sont en cause environnementale ne sont pas complètement définis. Aujourd'hui, on a une piste sur au moins un de ces facteurs, sachant qu'ils sont probablement plusieurs, et c'est la piste virale avec des virus qui s'appellent entérovirus, qui sont largement répandus dans la population, qui pourraient être responsables dans certains cas d'une infection du pancréas, qui pourrait être les premières déclencheurs de cette réponse du système immunitaire contre les cellules bêta du pancréas. Et donc, c'est dans ce sens qu'il y a aussi un vaccin antivirus contre ces virus entérovirus qui est en cours de tests pour l'instant chez des adultes pour voir qu'il y a un profil de sécurité correct, ce qui cet essai est déjà terminé et les résultats sont rassurants. Donc on attend l'étape suivante pour voir si prévenir l'infection avec ces virus par le biais de ces vaccins peut ensuite prévenir le développement d'un diabète de type 1. L'Italie a voté en septembre dernier une loi pour dépister à l'échelle nationale les DTA1 et la maladie cœliaque. Que pensez-vous de cette loi? Doit-on dépister systématiquement les DTA1 chez l'enfant? Oui, vous êtes très bien informés. Effectivement, l'Italie a voté cette loi, donc ça va démarrer avec un projet pilote, très probablement, sur la région de Lombardie. Je pense que la question se pose et c'est pour ça aussi qu'on a mis ensemble ces groupes d'études, parce que c'est important de faire une analyse de la situation spécifique à chaque pays, où on a des dépenses de santé, un fonctionnement du système de santé qui est spécifique à chaque pays. Et donc, la clé, évidemment, pour convaincre la sécurité sociale, s'il y a lieu de proposer un dépistage systématique, c'est de pouvoir démontrer s'il y a une possibilité d'économie de santé dans ces situations. Et donc, on étudie plusieurs types de scénarios. Il y a déjà en tout cas des études faites aux États-Unis, notamment qui suggèrent qu'un dépistage sur la population générale pourrait être intéressant, pas seulement vis-à-vis de l'individu, mais aussi vis-à-vis des dépenses de santé qui est associée, qui pourrait être moins significative par rapport à la prise en charge traditionnelle, comme on l'a aujourd'hui, d'un diabète de type 1 découvert par les voies de soins courants. Je passe aux questions suivantes. Alors, bonjour, merci pour votre présentation. Mon bébé détient avec anticorps négatifs, test au diagnostic, que cela signifie, s'il vous plaît? Effectivement, on peut avoir un certain nombre de cas, environ 5%, où malgré tous les arguments cliniques pour un diabète de type 1, les auto-anticorps restent négatifs. L'interprétation est que probablement on ne connaît pas encore tous les anticorps qui potentiellement sont des marqueurs de la maladie. Et dans ces cas, il se peut qu'il y a d'autres auto-anticorps qu'aujourd'hui on ne sait pas mesurer qui sont là. Et il y a pas mal de travail qui est fait aussi pour définir ces auto-anticorps additionnels et arriver à mieux étiqueter ces formes de diabète de type 1 où les auto-anticorps ne sont pas là. L'autre possibilité, c'est que les auto-anticorps aient été positifs avant la découverte clinique et au moment de la présentation avec les symptômes du diabète, ils aient déjà disparu et donc on ne les retrouve plus.
Les dépistages ne nous a jamais été proposés pour ces enfants, alors que mon conjoint est DTA depuis plus de 40 ans et nos 2 garçons sont désormais DTA depuis quelques années maintenant. Nous les avions surveillés nous-mêmes régulièrement et avions fait part de nos inquiétudes, mais l'hôpital qui les suit n'a jamais évoqué cette possibilité de dépistage. Quelles sont les raisons de cette non-information? Effectivement, il y a un retard des considérations du dépistage, notamment en France, et la raison historique était souvent de dire finalement le dépistage ça ne sert à rien parce que de toute façon on ne peut rien faire, on ne sait pas faire grand chose une fois qu'on a l'information. Alors déjà ça c'est pas vrai, comme je vous ai montré il y a plusieurs avantages pour une prise en charge anticipée et puis la donnée change davantage avec l'arrivée de ces premiers nouveaux traitements qui peut retarder l'apparition clinique. Donc, effectivement, on a un retard culturel, je dirais, à rattraper en France, pas seulement au niveau de la population qui n'est pas forcément sensibilisée à cette problématique, mais aussi au niveau des soignants, souvent, et où seulement maintenant on commence à parler plus de dépistage. Ce n'est pas le cas dans d'autres pays où cette culture du dépistage, par exemple en Finlande, est présente depuis des décennies. Quelle avancée sur les greffes des cellules bêta? Ça, je laisse la question à mon collègue qui va suivre, qui va vous en parler plus en détail avec plus de compétences que moi. Pourquoi retarder l'apparition du DTA? Quelle est la balance bénéfice-risque de l'administration de teplizumab plutôt que l'insuline? Pourquoi retarder l'apparition du diabète de type 1? Parce que je pense que l'effet de pouvoir gagner 2 ans et demi sans insuline, c'est un avantage, pas seulement sur la qualité de vie. Le teplizumab s'agit d'un traitement que vous faites pendant, certes, 2 semaines consécutives, mais c'est un traitement fait une seule fois et qui aujourd'hui n'est pas répété dans les protocoles qui sont proposés. L'insuline est un traitement que vous faites tous les jours. L'effet aussi de pouvoir gagner 2 ans et demi sans insuline peut avoir des avantages. Par la suite, vous avez 2 ans et demi de maladie de moins dans votre histoire. Est-ce qu'un dépistage précoce peut être stade mais que le DTA ne se déclare jamais? Oui, c'est possible dans des cas un peu plus rares, mais effectivement, c'est possible que les auto-anticorps restent positifs sans aller très loin. C'est une situation qu'on observe plutôt chez les adultes que chez les enfants. La présence des 2 auto-anticorps étant plutôt prédictif. Le point, c'est aussi qu'on a des suivis que dans les cohortes qui courent depuis plus longtemps, on a un recul qui arrive jusqu'à 20-30 ans. Est-ce que ces personnes vont développer un diabète de façon très très lente plus tard? C'est une possibilité auquel aujourd'hui on ne sait pas répondre avec certitude. La probabilité d'apparition du DTA pour la fratrie était la même à l'âge de 5, 10 ou 20 ans. Non, cette probabilité va se diluer au cours des âges. Donc, c'est une probabilité qui est plus haute au plus jeune âge et ça va ensuite se réduire avec des pics d'apparition du diabète. C'est un peu la même chose pour les auto-anticorps qui se situent autour des 2 et 6 ans d'âge. Donc, c'est pour ça que dans toutes ces discussions qu'on a aujourd'hui sur la possibilité de faire des dépistages sur la population générale, les 2 âges qui semblent les plus adaptés pour pouvoir détecter les nombres plus importants d'événements d'anticorps positifs, c'est l'âge de 2 et de 6 ans.
Bonjour et merci pour toutes ces informations. Est-ce que le dépistage des autres maladies auto-immunes est fait de façon systématique? Maladie cœliaque, maladie de la thyroïde. Mon fils est diabétique de type 1, c'est plus cœliaquie, ma fille a une hypothyroïdie. Alors, le dépistage des autres maladies auto-immunes est fait de façon systématique lorsqu'on a un diabète de type 1 stade 3. Ça fait partie le plus souvent du bilan qui est fait une fois par an, une fois tous les 2 ans, chez l'enfant comme chez les adultes. On ne fait pas un dépistage d'autres maladies auto-immunes en présence des seuls auto-anticorps, donc dans le cas des diabètes de type 1, stade 1, stade 2. Du moins aujourd'hui, mais vous avez vu par exemple la stratégie choisie en Italie, c'est un dépistage associé diabète de type 1 et maladie cœliaque. Je passe aux questions suivantes. Alors, bonjour, on a des enfants diabétiques de type 1 avec un seul auto-anticorps positif. Pourquoi ne pas proposer aussi à GPO même si un seul auto-anticorps est positif? Parce que en présence d'un seul auto-anticorps, la GPO est très rarement pathologique. Donc évidemment, lorsqu'on a ce type de situation, on discute des éventuels signes d'alerte dans une déclaration clinique d'un diabète de type 1. Mais il n'y a pas lieu de faire des AGPO systématiques étant donné que le risque est dans l'ensemble très modeste. Le suivi est néanmoins fait par le dosage des auto-anticorps parce que ce qu'on sait, on ne sait pas si ces auto-anticorps vont rester tout seuls. Parfois, ça va disparaître ou si d'autres vont apparaître par la suite, ce qui va changer les niveaux des risques et des suivis proposés avec effectivement à ce moment-là le rajout d'un GPO annuel. Vous avez parlé des entérovirus comme facteurs pouvant déclencher les DTA. Qu'en est-il du Covid? Il y a eu plusieurs discussions sur ça. Et est-ce que les virus du Covid pouvaient affecter les cellules bêta et déclencher un diabète de type 1? Aujourd'hui, cette hypothèse a été finalement écartée avec des études qui sont apparues tout récemment qui ont montré qu'il n'y a pas eu des apparitions accrues des auto-anticorps, notamment pendant le Covid. Donc, aussi dans ce cas, probablement, le Covid a pu représenter un facteur déclencheur en cas d'infection en augmentant les besoins d'insuline du corps et donc en changeant les besoins et en révélant pour la première fois les faiblesses de la cellule bêta. Les traitements retardent l'apparition du DTA mais ne l'empêchent pas. Effectivement, aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait la prévention. Les traitements par teplizumab, c'est un retard dans la progression clinique. Je passe aux questions suivantes. Quand je parle de l'alimentation, c'est par rapport aux produits transformés. Nous ne savons plus trop à l'heure d'aujourd'hui ce qui est bon pour notre santé. Effectivement, les conseils qu'on peut donner dans ces situations, au niveau des facteurs de risque modifiables, ce n'est pas d'avoir un régime sans glucides ou excessivement restreint. Il faut effectivement surtout éviter les excès. Les conseils qu'on donne, c'est ceux qu'on donnerait à tout enfant avec un risque de diabète ou pas, c'est-à-dire une alimentation équilibrée, sans excès, avec une quantité limitée de sucres des produits ultra transformés, de sucres rapides ou en excès, mais sans plus. Bonjour, c'est vrai qu'à un moment, le pancréas se met à produire de l'insuline. Et comment le savoir chez un enfant diabétique de type 1 de 11 ans? Je ne suis pas sûr de comprendre complètement ces questions. À un moment, le pancréas peut arrêter de produire l'insuline, effectivement, et
on peut les savoir en faisant un dosage au laboratoire, ça s'appelle le dosage du peptide C, pour savoir si le pancréas est encore capable de sécréter lui-même de l'insuline ou pas. Pourquoi faire dépister un bébé si pas de possibilité de traitement avant 6 ans? Parce que souvent, tout ça, la prise en charge anticipée présente plusieurs avantages, comme je vous ai montré. Et puis souvent, c'est une stratification du risque qui s'est fait sur plusieurs années. Il y a pas mal d'essais cliniques en cours de démarrage, dont certains sont des essais cliniques qui commencent à traiter même dès les premiers mois d'âge. Donc, il y a plusieurs possibilités à la clé pour les années à venir. Après, effectivement, ça reste un choix personnel. Il n'y a aucune obligation de dépistage. On peut y adhérer ou pas et y voir les avantages comme les éventuels désavantages, ne pas avoir un traitement déjà défini avant l'âge de 6 ans. Ma fille de 5 ans vient de se faire diagnostiquer diabète de type 1. Est-ce qu'il faut faire un dépistage pour ses grandes sœurs de 13 et 18 ans? C'est une bonne idée, effectivement. C'est dans ce type de situation qu'on propose les dépistages dont je vous ai parlé. Les dépistages est-il pris en charge par l'assurance maladie? À qui s'adresser? Les dépistages aujourd'hui n'est pas pris en charge par l'assurance maladie. C'est un peu la raison d'être de ce groupe d'études mis ensemble pour voir s'il y a moyen d'envisager une prise en charge par l'assurance maladie. Aujourd'hui, c'est dans le cadre des protocoles de recherche, dans le cadre des projets pilotes mis en place dans plusieurs services d'endocrinologie pédiatrique. Je réponds à la dernière question parce que je pense qu'on doit s'arrêter. Bonjour, ma fille a été diagnostiquée de T1 à ses 9 ans, elle en a aujourd'hui 15. Nous avons fait l'étude Innodia, le papa n'est pas de T1 mais a les anticorps présents. Notre fille de 14 ans n'est pas de T1, a été testée 2 fois sans anticorps par Innodia. Doit-on renouveler les tests jusqu'à quel âge? Peut-elle déclencher le diabète à l'âge adulte ou pouvons-nous être rassurés du fait de ces 2 tests négatifs? Le fait d'avoir déjà 2 tests négatifs est très rassurant. D'habitude, dans Innodia, on propose ces dosages jusqu'à l'âge de 18 ans. Après, on s'arrête. Les risques n'est pas nul, mais deviennent bien moins importants, notamment avec 3 dosages négatifs. Et donc, on pourrait éventuellement par la suite proposer d'autres dosages d'auto-anticorps beaucoup plus espacés, par exemple tous les 5 ans après l'âge de 18 ans. Donc, on a bon espoir que d'ici là, on aura aussi d'autres moyens à vous proposer passant par les soins courants, comme on dit, et pas forcément par les protocoles de recherche. Je n'ai pas répondu à toutes les questions, je suis désolé, mais il y a l'autre présentation qui commence. Merci beaucoup en tout cas pour toutes vos questions et n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, il y a aussi notre adresse Innodia auquel on peut y répondre également, innodia.france@gmail.com. Si ma mémoire est bonne, en tout cas, vous trouvez cette information sur Internet. Merci à tous.